Bonjour à toutes et à tous. On est très en retard, mais l'aventure des journées de la Fondation continue. Et donc, je suis très honorée d'animer cette table ronde autour des politiques RSE et de la recherche de partenaires. Alors, très rapidement, donc, c'est une table ronde autour de la RSE. Et l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment d'aborder de manière très concrète la façon dont la coopération entre universités, entreprises et collectivités, et acteurs bien sûr territoriaux, transforme aujourd'hui les pratiques de recherche et d'innovation, mais aussi leur impact sur la société et les territoires. Donc c'est une discussion, je vous présenterai nos invités tout à l'heure, c'est une discussion qui sera l'occasion de croiser des expériences concrètes autour de l'ancrage territorial, de l'utilité sociale et collective, des partenariats et surtout des nouvelles manières dont on peut coopérer entre acteurs. Donc pour répondre à ces questions, nous allons accueillir plusieurs invités. Alors, j'ai fait la liste, mais je vais vous les présenter de ma gauche jusqu'à suivant. Donc, Johan Lemini, qui est référent durabilité chez Groupama Protection Juridique. Nous accueillons également Ismaël Ben Achour, qui est alumni de notre université, qui était étudiant en philosophie, puis diplômé en ingénierie du bâtiment et en finance durable. Il est actuellement directeur RSE chez ECA. Nous accueillons également Madame Crespin, Céline Crespin, qui est directrice stratégie et développement durable de Paris La Défense. Elle a une formation en économie et urbanisme et sa mission au sein de Paris La Défense est de mettre en œuvre la transformation post-carbone en développant la coopération avec les parties prenantes. Elle nous parlera de ses projets et surtout de la manière dont elle crée des coopérations multiples à plusieurs. Nous accueillons également Kenzie Gauthiero, qui est conseiller municipal à la ville de Nanterre et qui est vice-président de Sénéo. C'est un ancien étudiant de Paris-Nanterre en sciences politiques, en sociologie et en sciences politiques. Nous accueillons... alors, attendez que je retrouve... C'est pas mis dans l'ordre, oui, bien sûr, alors que c'est très pratique. Alors, pourquoi j'ai... Oui, c'est François Brun. Nous accueillons François Brun, qui est président de la CASDEN et qui nous parlera de la notion de collaboration et de partenariat au sein de la Banque Populaire, mais aussi de projets innovants qui sont développés autour de l'eau. Nous accueillons Vincent David, qui est président de Max Havelaar et cofondateur de la Climate House et fondateur de l'agence RUP, qui met en relation qui favorise la communication des associations et des fondations. Et il est diplômé en sciences politiques aussi à l'université de Paris-Nanterre. Et enfin, nous accueillons, qui devait être normalement dans la salle, mais qui est avec nous, de Laurent Brossard, qui est directeur développement territorial chez EDF. Et nous devions aussi accueillir Benoît Léniel, qui est haut fonctionnaire développement durable au ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Espace, et qui était aussi délégué France pour le GIEC, mais qui s'excuse pour raison de santé. Voilà, donc je vais tout de suite poser les premières questions. Et je vais m'adresser d'abord à Madame Crespin et à Monsieur Brun sur une question très générale. C'est comment les coopérations entre universités, entreprises et territoires deviennent aujourd'hui essentielles. Alors, peut-être Madame Crespin. Je démarre. Oui. Merci à la Fondation l'Université Paris-Nanterre et à l'Université de nous recevoir pour cette conférence et de nous y avoir conviés. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de Paris La Défense, c'est un territoire
qui fait 6 km², qui va de la Seine à la Seine, de la Seine de Courbevoie à Puteaux jusqu'à la Seine à Nanterre. Et donc dans l'université de Nanterre, Paris-Nanterre, on est sur le territoire d'intervention de Paris La Défense. C'est un établissement public local aussi qui aménage ce territoire et qui contribue à sa transformation. Et puis pour le quartier d'affaires spécifiquement, la mission est aussi d'exploitation, de gestion du quotidien, d'animation et de promotion à l'échelle territoriale. Et on a cette mission sur l'ensemble. Alors, pour répondre plus concrètement à votre question, un complément sur qu'est-ce que c'est le territoire de Paris La Défense, c'est 50 000 habitants, 70 000 étudiants, 2500 entreprises. Et donc, c'est un terreau, un écosystème particulièrement riche et assez dense d'acteurs économiques associatifs. J'ai oublié de citer les associations, elles sont très nombreuses et très importantes. Et dans notre collaboration avec les institutions, cette dimension multipartie prenante est très importante. L'Université de Paris-Nanterre est membre de notre conseil d'administration et nous avons eu l'occasion entre 2019 et 2021 de partager avec la Fondation des travaux de la chaire sur l'avenir des quartiers d'affaires. Vous aviez notamment rédigé un article sur l'attachement pour le quartier d'affaires. Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un peu de suivi. Comment, j'espère, cet attachement évolue favorablement au fil des années. Et c'était un moment assez clé pour le quartier d'affaires, les confinements qui ont particulièrement impacté le quartier d'affaires. L'économie tournait et à la télé, on voyait toujours le quartier d'affaires vide. Et ça nous a vraiment interrogé au plus profond de nos êtres au sein des salariés de Paris La Défense à se demander mais quelle est donc notre raison d'être. Et ça nous a amené à tout un parcours et c'est de là que vient notre cap stratégique de devenir le premier quartier d'affaires de dimension internationale qui soit post-carbone, comprenant décarbonation. Et vu nos objectifs, on a pris conscience très vite qu'on serait incapable de le faire seul, d'où l'importance de regarder nos parties prenantes et de travailler avec elles. Et puis, ça comprend aussi l'adaptation au dérèglement climatique. Il est là, il faut s'y adapter, tout en n'oubliant pas, avec toute cette dimension humaine du territoire, le lien social permettant de fédérer et de s'occuper aussi des personnes les plus vulnérables. Et il y en a beaucoup dans le quartier d'affaires qui y trouvent refuge, avec en principe de nouvelles méthodes, petit à petit la découverte de la force de la coopération avec ces parties prenantes. Et pour répondre plus rapidement à votre question, je vois que je suis un peu longue, je voudrais citer un exemple, et Anne Buquet dans la salle a été l'artisane de la première traduction concrète de l'initiative Campus Paris La Défense. On a voulu, au-delà d'avoir 55 établissements d'enseignement supérieur présents sur le territoire, l'université représente la moitié des étudiants, mais il y en a 54 autres. On a voulu ajouter un peu de liant et de projets collectifs à jusqu'à présent quelque chose qui était très puissant mais qui était un peu juxtaposé. Les écoles d'enseignement supérieur, elles viennent là, les nouvelles notamment, parce qu'il y a un très beau réseau de transport, mais aussi beaucoup d'entreprises. Et la juxtaposition était plutôt le maître mot que la coopération. On a senti qu'il y avait une vraie appétence pour monter un programme de réflexion qui associe une bonne partie de ces acteurs de l'enseignement supérieur et puis certaines entreprises, permettant d'établir des projets. Et est née l'idée d'un premier festival de l'emploi permettant de donner l'opportunité aux salariés et aux étudiants de se rencontrer, aux écoles et aux entreprises, dans la perspective d'un premier job, d'un job étudiant, d'une alternance, grâce à la mobilisation de l'université, de la CCI et je pense de la préfecture aussi, d'une soixantaine de structures, y compris les associations. On avait aussi eu l'importance de l'égalité des chances et d'avoir ce volet-là. Ça nous a permis de rassembler à l'Arena début avril à peu près 3000 participants entre des étudiants et des salariés. Et on a eu en retour quelques bonnes nouvelles de rencontres positives, de signatures de contrats d'apprentissage et de quelques jobs. C'était un bon début. Forcément, on a fait le retour d'expérience hier, il y a plein de choses à améliorer pour l'édition 2, mais en tout cas, ça nous conforte dans l'intérêt de faire se rencontrer ces publics. Donc c'est un exemple que je voulais donner concret de rapprochement entre le monde de l'enseignement supérieur et puis les entreprises ainsi que les collectivités. Merci. Monsieur Brun. Oui, pour compléter, la Casdin Banque Populaire est une banque qui est née par des fonctionnaires, pour des fonctionnaires dans les années 50. Et dans cet ADN, nous regroupons effectivement cette composante de l'université, de l'entreprise et du territoire. Alors territoire parce que nous sommes présents avec nos 110 délégations
nos 260 délégués et nos plus de 10 000 correspondants et ambassadeurs sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Donc cette proximité, nous l'avons. Nous l'avons aussi avec notre partenaire, les banques populaires, puisque nous avons ce côté entrepreneurial qui est mis en avant et avec les artisans aussi, bien évidemment. Donc, nous sommes ouverts à toute la fonction publique en 2015, donc l'ensemble des fonctionnaires des 3 versants de la fonction publique. Et si je vous parle de cette ouverture, c'est qu'aujourd'hui, au sein de notre conseil d'administration, nous avons un président d'université, alors qui maintenant fait 2 mandats et est parti, mais qui est toujours au sein de notre conseil d'administration et qui est également président du comité des nominations et des rémunérations, montrant ainsi ce lien que nous avons assez étroit avec le monde universitaire. Nous sommes aussi partenaires de nombreux, enfin de chaires, voilà, sur toute la France, et plus exactement, c'est la chaire ESS en Île-de-France. Et au sein de la CASDEN, pour montrer cet engagement, on va dire, avec l'université, nous avons aussi un comité d'experts qui est composé de différents membres fonctionnaires, mais aussi du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il est consulté régulièrement sur des sujets de réflexion et structurants au sein de notre coopérative. Donc cet ancrage, nous l'avons par le territoire, avec l'université et le monde entrepreneurial à travers notre partenaire, les banques populaires. Merci. Alors, je peux peut-être donner la parole à Monsieur Gauthiéraud, qui représente la ville de Nanterre et qui peut nous donner son avis côté territoire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà très content d'être ici en tant qu'ancien étudiant, titulaire du master de sociologie politique avec Pascal Laborier, mais également de géographie avec David Blanchon, ici présent. Donc, oui, donc pour revenir sur la question, pour nous, il est très important, nous, ville de Nanterre, d'avoir un lien avec notre université. Je dis bien notre université, parce que nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir une université à la pointe de la recherche en sciences sociales et humaines. Et cette université nous apporte énormément. Elle nous apporte par son dynamisme territorial, dynamisme également par ses infrastructures, je pense notamment aux infrastructures sportives, mais également tout ce qui a attrait à la recherche. Nous avons énormément de liens avec notre université qui nous procurent des travaux universitaires qui nous aident, nous, dans notre action publique. Je pense au programme qu'on a eu avec le master gestion de l'eau et développement local, donc G de l'eau, avec David Blanchon, sur l'aspect, la perception de l'eau par les jeunes et l'histoire, la mémoire de l'eau aussi sur notre territoire, qui est compris dans une chaire aussi, parce que nous avons une chaire UNESCO avec la ville, l'université et Seneo qui est rien d'autre que le 2e plus grand syndicat de production et de distribution d'eau potable de France, dont je suis le vice-président également. Pour nous, donc, voilà, c'est très important d'avoir ce dynamisme, parce qu'on parle de dynamisme, on parle que d'entreprise, on parle aussi d'associations, mais avoir ce dynamisme universitaire qui vient irriguer en fait l'ensemble de l'action publique par rapport à son regard extérieur, mais qui nous enrichit, parce que nous sommes tous les deux des services publics. Donc, pour nous, c'est une vraie plus-value d'avoir cette université, ce dynamisme. Et petit point que je tiens à rajouter, puisque depuis ce nouveau mandat, j'ai la compétence également de vie étudiante. Nous sommes très heureux d'avoir ces étudiantes et ces étudiants sur notre territoire. Vous l'avez dit, le territoire a énormément d'étudiants. Nanterre en contient à peu près la moitié. Et ce dynamisme des jeunes, en fait, dans notre ville, fait vivre notre ville. Nous en avons besoin, notamment dans la vie associative, parce que depuis Covid, on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes très souvent qui sont à la retraite, qui peinent à revenir dans les associations. Et on a besoin de faire ce lien. On a besoin de notre université, on a besoin de ces personnels, on a besoin de ces étudiants aussi pour dynamiser la ville. Nous sommes fiers de vous avoir et je crois que c'est très important de le dire et j'espère que c'est bien entendu.
Merci. Alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que dans le public, peut-être on aura un petit temps de questions, je ne sais pas, mais plusieurs représentants des différentes chaires en rapport avec RSE sont présentes, donc les chaires UNESCO, et puis, donc j'ai pas les intitulés, mais en tout cas sur l'économie positive. Voilà. Une autre chaire sur l'eau et une chaire également, donc en rapport avec notre lien, et une chaire sur santé globale, voilà, qui inclut santé-environnement. Donc voilà pour le dynamisme d'une partie de la recherche à Nanterre. Alors la deuxième question que je voulais poser, c'est comment ces partenariats changent la façon de travailler ensemble. Et je donnerai la parole à Monsieur Benachour et à Monsieur David, qui nous parleront de leurs expériences. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour répondre à cette question, je mobiliserai 4 idées essentielles. Tout d'abord, le besoin de créer un langage commun entre les différentes disciplines. C'est un élément important. Aujourd'hui, on a trop de segmentation et pour répondre à la création de valeur durable sur les RSE, on a besoin d'un langage commun des différentes disciplines, des différents domaines. Un deuxième aspect, c'est la question de la temporalité. Il faut réconcilier temporalité de l'entreprise, de l'université, temporalité du territoire, temporalité du politique. Un troisième aspect important également, c'est la notion de performance. Requalifier la performance. Quelle performance on attend de la part de la RSE et de l'entreprise ? À savoir, est-ce qu'on va mesurer l'impact ? Comment on mesure l'impact ? Quelle performance on recherche ? Quel est le court terme, le moyen terme qu'on recherche en termes de temporalité pour le relier avec la performance ? Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de pouvoir relier ces différents domaines, ces différentes expertises pour pouvoir répondre aux grandes transitions auxquelles nous avons affaire. On a aujourd'hui 5 grandes transitions auxquelles on fait face, 2 grandes transitions écosystémiques, biodiversité et climat, et 3 grandes transitions disruptives, l'énergie, le carbone et la circularité. On ajoute à ça la transition numérique, qui joue aujourd'hui un sujet important et qui est dans une nouvelle étape. On connaît tous l'IA. Ces grandes transitions, il faut les affronter pour pouvoir affronter le monde de demain et reconfigurer les organisations humaines et les organisations professionnelles. Et cette reconfiguration, elle appelle une transformation responsable. Cette transformation responsable, elle nécessite justement de pouvoir donc engager ce dialogue, engager cette temporalité, ce dialogue sur la temporalité et sur la performance. Et j'ajouterai également un autre élément important, c'est la finalité, le sens qu'on met derrière. Derrière la performance, c'est une question de sens, le sens qu'on met à la finalité d'une entreprise, d'un territoire, de la recherche qu'on engage dans les universités. Et ce sens, il est important pour pouvoir irriguer une démarche. C'est aujourd'hui ce qu'on recherche avec certaines réglementations et ce qu'on cherche aujourd'hui en construisant des démarches pluridisciplinaires. Voilà. Merci. Moi, je voulais parler d'un éléphant qui est dans la pièce depuis ce matin. C'est ce qu'on appelle la responsabilité territoriale de l'entreprise. Donc c'est une notion qui a été théorisée en 2022 par Marilyn Philippi, qui est une professeure d'économie à Bordeaux Sciences Agro. Et il y a aussi Timothée Duverger qui travaille beaucoup sur cette notion. Donc l'idée de la RTE, c'est une prolongation de la RSE, mais qui fait du territoire non pas un objet extérieur, mais le cœur de cette responsabilité. Alors ça vient d'où ? Ça vient d'une part donc de cette histoire sur l'éthique qui était présente dans la RSE et bien entendu sur la complémentarité avec ISO 26000, les 17 objectifs de développement durable, les entreprises à mission, etc. Mais c'est aussi la RTE une contestation de l'économie de la métropole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les métropoles étaient l'alpha et l'oméga de l'économie et du fait notamment de la crise Covid, des guerres qu'on vit, des ruptures de chaînes d'approvisionnement, de l'essor du télétravail, le territoire et donc la responsabilité de l'entreprise par rapport à son territoire est en pleine émergence. Et en fait, l'idée, c'est que le territoire n'est plus une ressource qu'on exploite, mais vraiment un acteur de coopération. Et donc, il faut se poser la question de la manière dont une entreprise coopère avec les associations de son territoire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les universités, bien entendu, les collectivités locales. Et je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir sur cette notion de RTE parce qu'elle est de plus en plus moderne et actuelle. Et je pense qu'elle recompose les cadres de pensée, et notamment à l'Université de Nanterre,
Et dans la mesure où il y a beaucoup d'acteurs qui réfléchissent sur la RSE, je pense que cette notion mérite d'être explorée. Et je voulais aussi dire un mot sur les PTCE, les pôles de compétitivité territoriaux, qui sont aussi peu connus, qui ont été élaborés par des acteurs de l'économie sociale et solidaire on va dire autour de 2008-2010 et qui ont été inscrits dans la loi sur l'ESS en 2014. Et donc c'est vraiment l'idée aussi un peu en complément de la RTE, de pôles qui unissent des acteurs publics, des collectivités, des associations, des entreprises, des acteurs de l'ESS. Il y en a 200 en France. À ma connaissance, il n'y en a aucun dans les Hauts-de-Seine. Donc il y a peut-être des choses à réfléchir. Et je pense que là aussi, ça interroge, on va dire, la RSE classique. Et ça oblige à se poser des questions sur l'implication de son entreprise dans son territoire. Et pour terminer, il se trouve que moi j'étais donc élu au CEVU de l'Université de Nanterre il y a 30 ans. Et on réfléchissait déjà à l'implication de l'université dans la ville et auprès des différents acteurs de la ville, notamment évidemment l'établissement de la Défense. Et pour le coup, je pense que ça a beaucoup évolué depuis, donc très, très positivement. Et il se trouve que moi, donc, je suis président bénévole de l'association Max Havelaar, qui est une association qui développe le commerce équitable. Et notre siège est à Nanterre, et donc il y a une convention qui a été signée avec l'université. Et pour le coup, Max Havelaar a une action qui est évidemment mondiale, puisqu'on travaille avec des milliers de coopératives de producteurs dans le monde. A priori, on n'a rien à voir avec Nanterre, mais on a aussi développé très récemment des référentiels pour travailler avec des agriculteurs français, notamment sur du lait, sur du blé, sur des lentilles, etc. Donc le commerce équitable se reterritorialise aussi. Donc on revient aussi à la RTE, puisque évidemment les agriculteurs en France ont évidemment un besoin d'avoir un prix rémunérateur, de même que les agriculteurs en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et le fait de d'être en lien aussi avec les acteurs du territoire proches du siège de Max Havelaar et aussi avec l'université, je pense que ça montre aussi le lien entre le local et le mondial qu'il faut en permanence réinterroger, quoi. Ouais. Voilà. Oui, je pense que vous avez donné les bons mots. C'est un peu reterritorialiser et relocaliser des questions de mondialisation et des questions mondiales. Alors, si vous avez aussi d'autres choses à dire, Monsieur Brossard ou Monsieur Lémini. Ouais. Ah bah, voilà. Bah, oui. Après, ouais. Donc, simplement, effectivement, en termes de témoignage, en termes de responsabilité sociale de l'entreprise d'EDF et en lien avec le territoire, je voulais parler du PIMS Médiation à Antony. C'est pas forcément connu, les PIMS, c'est des points d'intermédiation et de médiation sociale. Et en fait, c'est une collaboration assez forte entre des entreprises, alors des très grosses entreprises, La Poste, SNCF, Transdev, ICF Habitat, des bailleurs sociaux, Suez, Veolia, qui s'associent avec les collectivités locales. Donc nous, clairement, la préfecture des Hauts-de-Seine et la mairie d'Antony. Et on a monté une association qui existe depuis 30 ans. Ça a commencé lors des événements de 95, qu'on a bien connus en France. Et en fait, on a tout de suite compris qu'il fallait recréer un lien social avec les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Donc je ferai le lien avec ce qu'a dit l'élu de Nanterre, où je pense qu'on n'a pas la faculté de Nanterre en termes de partenariat, mais je pense qu'il serait, et je regarde M. Polit là-dessus, il serait intéressant de travailler les questions du développement de cette association. On voit bien que les financements publics sont en baisse, je ne traduis pas de secret professionnel, et c'est comme ça. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions. Les entreprises privées sont tout à fait prêtes à s'investir, mais on a besoin effectivement certainement d'une réflexion globale qui porte à la maille d'un territoire, de voir comment on peut rendre cette économie sociale pérenne, parce qu'effectivement, nous, on est sur le quartier du Noyer Doré au Baconnais, donc dans le sud du département, et il y a un vrai besoin
un vrai besoin justement de défense des populations précaires, de de leur faire connaître leurs droits et de les accompagner, je dirais, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc c'est un appel à ces pour la recherche. Monsieur Lemini. Et petit complément, je viens de chez Groupama Protection Juridique, très heureux d'être avec vous. C'est juste un rappel, quand on parle de RSE, de responsabilité, un des principes même de la responsabilité, c'est le devoir de vigilance. Donc, tout à l'heure, on parlait de cartographie, on parlait de parties prenantes. Donc, au-delà de la dynamique positive à avoir, c'est aussi un rappel, chaque entreprise ou chaque entité a un devoir de vigilance. Ça veut dire chaque partie prenante directe ou indirecte doit la connaître un peu la relation et ce que ça implique. Il y a une responsabilité qui est derrière ça. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que ça va tirer un deuxième outil qui est très utilisé, qui est très connu, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on appelle la matrice de double matérialité. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, on va regarder deux choses. La première chose, c'est l'impact qu'on a sur le territoire, sur la planète, d'un point de vue social et environnemental. C'est le premier axe de la matérialité, de l'entreprise vers l'extérieur. Et le deuxième est tout aussi intéressant, c'est l'évolution de l'extérieur, quel impact ça peut avoir sur l'entreprise, d'un point de vue financier, en tout cas sur la pérennité. Donc c'est deux outils majeurs, en tout cas qu'on a comme réflexion. Et donc si on va jusqu'au bout de la logique, on a toujours comme première logique de partie prenante les clients, en tout cas la dimension très financière. On se rend compte aussi que nous, Groupama Protection Juridique, 70% de nos équipes, c'est des juristes, et avec une moyenne d'âge de 25 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le pôle universitaire, on ne peut pas s'en passer. Et on dit aussi qu'une entreprise qui est malheureusement déconnectée de la réalité du terrain, elle va commencer un peu à s'effondrer. Et ce partenariat, en tout cas ces échanges avec le monde universitaire, il est ultra précieux. C'est un des moyens de rester connecté et de revivifier l'entreprise. Après, si on va sur le côté des collectivités, elles sont tout aussi importantes. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'assurance, c'est le même exemple, je pense, on est le premier assureur du monde agricole, donc avec des élus. Et les collectivités jouent un rôle qui est clé, à savoir de passerelle. On n'aurait pas les mêmes interactions, on n'aurait pas les mêmes facilités sans ces passerelles. Donc voilà, c'était juste le petit rajout. Nous, on l'adresse aussi, alors je pense que tout le monde le fait, mais sur la dimension réglementaire. Elle est aussi intéressante parce que c'est un moteur de mouvement. On n'a pas toujours que des forces positives. On aimerait bien en avoir. La dimension réglementaire est un peu plus coercitive. Elle apporte aussi des choses. Merci. Et alors, la dernière question, mais à laquelle voilà, vous êtes toutes et tous invités à répondre, c'est une question un peu d'ouverture. C'est finalement quelles expériences vous semblent aujourd'hui particulièrement inspirantes pour construire des coopérations utiles au territoire et à la société. Donc si vous avez une expérience que vous avez envie de mettre en avant et nous partager. Je me lance avec un partage. Je trouve que les écrits de Leonardo Maldonado, qui est chilien, fondateur du mouvement Cities Can Be, qui a démarré donc Cities Can Be, qui a démarré en Amérique latine, qui s'est diffusé encore récemment à Barcelone et on s'est engagé dans ce mouvement à Paris La Défense, qui consiste à travailler la coopération extrême, c'est-à-dire de mettre ensemble les parties prenantes. Il a des exemples que je vous invite à lire et que je ne vais pas restituer parce que je les approuverirai, mais d'expériences géniales d'intérêts partagés, de communautés qui regroupent des entreprises, des acteurs territoriaux et qui montent des projets parce que son principe, c'est la coopération extrême. Ce n'est pas d'attendre que tout le monde soit d'accord, mais de commencer dès que vous êtes d'accord avec un autre et que vous partagez un intérêt commun. Il a une représentation que je trouve très parlante. Il représente les parties prenantes sur un cercle et attendre que tout le monde est d'accord, c'est le temps que le trait fasse le tour de tout le monde. Et lui, il montre que tel acteur, par exemple, qui s'occupe des transports, travaille avec l'université et le département artistique, font en place une coopération, etc. Et au fur et à mesure de son intervention, à la fin, il y a une rosace formidable qui est la multiplication de l'effet de la coopération. Et je trouve que c'est assez représentatif de la logique de mise en action, tout en étant globalement dans un intérêt commun qu'on partage, mais sans forcément attendre d'être d'accord sur tous les points, qui est quand même la meilleure façon de ne pas avancer. Et appliqué à Cities Can Be, on a eu l'occasion de développer 3 promotions d'entreprises, d'associations du territoire qui
un parcours qu'on anime avec Bilab France pour essayer d'améliorer l'analyse de son impact et trouver des leviers d'amélioration de la RSE. On est en train de recruter la 4e promotion. L'université a participé à la 3e. Et c'est un parcours qui permet aussi de faire émerger des idées de coopération à l'échelle territoriale, parce qu'on est vraiment convaincus que c'est effectivement un levier très intéressant pour le quartier d'affaires que de développer l'attachement territorial, mais aussi les coopérations entre les acteurs. Et ça marche plutôt bien. Alors encore à petite échelle, on est tout à fait modeste, mais c'est tout à fait promoteur. Et on est en train de recruter la 4e promotion. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin si ça vous intéresse et que vous êtes de près ou de loin avec une activité sur le territoire. Oui, je veux bien témoigner d'un exemple de coopération de la CASDEN. Alors, dans notre histoire, plus qu'on est issu du monde de l'éducation nationale, donc il y a un volet pédagogique qui a toujours été dans notre ADN. Et nous avons développé depuis un certain nombre d'années des outils pédagogiques. Le dernier en date, il a fini en 2024, c'était Histoire, Sport et Citoyenneté, qui a plus de 5 millions de visiteurs et notamment une exposition au musée de la Porte Dorée. Donc Histoire, Sport et Citoyenneté, comme le nom l'indique, hein, il y a un volet social, il y a un volet aussi bien évidemment sportif, hein, puisque 2024 était une année clé. Et à l'issue de ce programme-là, nous avons voulu embarquer sur un autre programme. Et ce programme-là, il va s'appeler HEC, modestement. C'est Histoire, eau et citoyenneté. Et on va mettre en avant le thème de l'eau. Alors, en termes de coopération, c'est un sujet qu'on n'aurions pu porter seul, mais nous avons voulu nous associer avec la Fédération nationale des banques populaires, qui a mis ce sujet comme une grande cause, et le groupe BPCE, donc des caisses d'épargne et banques populaires aussi. Donc, dans l'idée de coopération, c'est coopération entre nous tous. Ah, c'est une coopération internationale. Du coup, cette question de l'eau, qui est, comme vous le savez, un sujet essentiel, hein, cette ressource, nous avons un anglais sur le côté sensibilisation et éducation en direction de tous les publics, d'allant de la maternelle à l'université, comme j'aime le dire aussi. Et cette dimension-là, elle va être apportée avec nos partenaires et en constitue des briques. Voilà. Alors, il y a une première brique qui va être une brique autour d'un programme avec une exposition, hein, avec plusieurs niveaux de lecture, grand public, collège, lycée, et puis maternelle et élémentaire. Et nous l'avons anglais aussi à travers des personnes, des agents de la fonction publique qui travaillent autour de l'eau. Donc c'est 19 portraits qui vont servir à alimenter du contenu scientifique et à exposer ça à un large public pour sensibiliser visiblement sur ce domaine de l'eau. Et en parallèle, nous avons construit un comité d'experts aussi, scientifiques et d'éducation, auquel cas je souhaiterais, il y a plusieurs entités hein, aujourd'hui, donc la DGESCO, il y a des personnes, il y en a des militants, on a aussi des belles figures comme Emma Aziza, la célèbre hydrologue, et je fais un appel aujourd'hui aussi à l'université, si vous voulez rejoindre à travers votre chaire de l'eau notre comité d'experts, ça fait grand plaisir. Donc c'est effectivement avoir une vision de notre programme et essayer de valider un certain nombre de sujets. Et puis d'autres, ça sera aussi de travailler des conférences, comme on pourrait en faire une ici. Et on espère qu'on aura aussi la possibilité d'exposer notre programme, parce qu'on a un format un peu innovant, ça sera un container. Donc je le vois très bien sur un parvis, dans votre espace. Je pense qu'il aura l'occasion, ça serait une belle occasion de le mettre en avant quand on aura fini ce projet. Mais voilà, exemple de coopération, exemple aussi de maillage du territoire, parce que l'idée c'est de sensibiliser et d'éduquer sur l'ensemble du territoire métropolitain. L'ensemble ça peut être aussi les parvis de mairie, ça peut être certaines cours d'entreprise ou autres. Nous n'avons pas de limite
même si nous avons un angle qui est à travers le portrait de 19 agents de la fonction publique, mais nous n'avons pas de limite, et surtout pas de limite sur l'éducation des jeunes enfants. Au plus tôt, on parle de l'éducation à la citoyenneté, mais on peut très bien inclure cette dimension-là sur la RSE très tôt, et notamment autour du thème de l'eau. Et je suis ravi aussi que Nanterre ait un axe très fort aussi sur ce thème-là. Donc voilà. Merci. Alors, très cher monsieur, je pense qu'on va très rapidement discuter. Je pense que David aussi sera très intéressé de discuter avec vous, bien évidemment. Alors, pour moi, il y a trois points qui retiennent mon attention. Premièrement, ce sera très nanterro-nanterrien. Même nanterrois pour l'université, c'est la convention citoyenne des étudiants de Nanterre qui était très intéressante. C'est un maillage, c'est vraiment, je l'ai dit, c'est une façon de revoir le maillage territorial, revoir les liens avec le territoire, l'université, puisque les étudiants et étudiants ont fait un très beau travail de démocratie participative, parce qu'on parle de sciences de partenariat, mais il y a aussi les sciences citoyennes, dont la démocratie. Je pense que les deux visions de la science, ces deux visions de la science peuvent se jumeler pour s'enrichir mutuellement. Donc ça, c'est un premier exemple de partenariat que l'université qui l'a porté, mais qui est appelé à s'ouvrir à tout l'ensemble des partenaires du territoire, est très intéressant. Deuxièmement, bien évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est la chaire UNESCO que nous avons et qui lie à la fois la ville, Seine-et-Eau, et l'université, et qui là aussi est appelée à s'ouvrir sur le territoire, mais également la Fabrique des sciences, qui est un formidable outil de conception de la science, en fait, science citoyenne, qui se conjugue avec les sciences partenariales et qui, comme je l'ai dit, apporte beaucoup au territoire, mais également à la science, à l'université, aux entreprises et aux associations. Donc, ce sont trois exemples qui, pour moi, sont très intéressants, très locaux aussi, très locaux, des exemples très locaux, et qui nous enrichissent les uns et les autres. Et une petite pensée aussi pour Unisson, qui aussi porte énormément d'actions. Donc c'est vraiment des projets qui lient l'ensemble du territoire dans toute leur diversité citoyenne, politique, associative et entrepreneuriale. Donc encore une fois, très heureux d'être de cette ville, très heureux d'avoir cette chance d'avoir ces partenariats, et merci à l'université. Oui, juste pour mentionner peut-être deux leviers importants. Un premier levier, c'est penser la complexité. Penser la complexité, pourquoi ? Former des étudiants capables de pouvoir créer de la méthode, des outils, des solutions transversales sur ces différentes disciplines, élément important. Deuxième aspect, revaloriser le rôle de l'université, en particulier en France, dans les écosystèmes avec le privé. On peut regarder ce que font nos voisins, c'est parfois bien de le faire. Je pense notamment à l'Allemagne. Alors peut-être pas pour la situation économique, mais en tout cas pour le fonctionnement des relations université-entreprise. Et puis je citerai peut-être deux exemples. Le cas de la séquestration et de la capture carbone, qui est un excellent exemple de partenariat entre du territorial, des acteurs privés et différentes solutions locales. Des solutions aussi qui sont issues de l'université, solutions techniques. Et un deuxième exemple, la production d'énergie renouvelable décentralisée, notamment la méthanisation auprès des exploitations agricoles, qui est un exemple aussi de solutions locales qui fait appel à des acteurs du privé et au territoire. Donc aujourd'hui, ces pas micro, mais en tout cas des projets assez emblématiques signifient que ça fonctionne. Donc il faut pouvoir les extrapoler et pouvoir changer d'échelle. C'est justement ça que fait l'entreprise finalement. L'entreprise permet le changement d'échelle et permet de la transformation efficace de ce type de solutions, d'industrialiser correctement ce type de solutions et de profiter justement de cette recherche, de la mettre en mouvement pour pouvoir proposer des solutions pérennes. Voilà. Moi, je voulais évoquer une initiative qui, je trouve, renouvelle beaucoup les cadres de la RSE et qui peut inspirer les chercheurs dans le domaine. C'est le premier accord de permadialogue qui a été signé il y a 1 an entre une entreprise qui s'appelle Norcis, qui est une entreprise informatique d'environ 700 salariés, et la CFDT. Et en fait, ce permadialogue, c'est l'idée que l'entreprise va
préserver évidemment les ressources humaines et prendre soin des salariés, préserver la planète et partager les richesses. Et ce qui est nouveau dans le permadialogue, donc qui a été conceptualisé par Sylvain Brozard, qui est le PDG de cette société, par ailleurs qui a été président de Greenpeace, dans un livre qui s'appelle La Perma-entreprise. Voilà, c'est vraiment et c'est la première entreprise qui a mis la nature dans son conseil d'administration. Donc c'est un étudiant qui s'appelle Franz Gaud de Sciences Po qui a conceptualisé le fait de mettre la nature dans la gouvernance. Et ça, c'est très, très nouveau. Et pour le coup, pour la CFDT, c'est aussi nouveau parce que la CFDT a créé ce qu'on appelle les sentinelles vertes. Donc ce sont des délégués syndicaux qui sont aussi des délégués en charge de la protection de l'environnement. Donc je cite cet exemple parce que je trouve qu'il renouvelle beaucoup les cadres de pensée. C'est-à-dire des acteurs auxquels on n'aurait pas pensé se préoccupent de sujets qui ne sont pas forcément les leurs. Et donc il y a cette interaction entre les acteurs qui est, je trouve, très nouvelle et qui intègre aussi des dimensions territoriales. Donc voilà, je voulais citer cet accord parce que c'est le premier en France, voire en Europe. Et à mon avis, il va faire des petits. Merci. Alors, peut-être je peux donner la parole à la salle, et, parce qu'il y a une dimension, peut-être qu'on n'a pas abordée, c'est la dimension santé aussi des politiques RSE. Donc, si Lucia Romo veut dire deux, trois petits mots d'une minute pour aborder la santé des territoires aussi. Merci de me donner. Merci de me donner la parole. Je suis Lucia Romo et avec donc psychologue et enseignante en psychologie ici, avec Magali Dumonté qui émet des conférences en économie. En fait, nous portons en fait une chaire en préfiguration qui s'appelle Santé globale et prévention et qui a 4 axes: la santé mentale à tous les âges de la vie, la santé en fait auprès des étudiants et des travailleurs en fait. Le 3e axe, c'est les inégalités de santé et l'accès aux soins. Et le 4e axe, c'est la santé globale avec l'environnement en fait, végétaux et animaux. Donc nous sommes des chercheurs des sociologies, des psychologies, des sciences de l'éducation, de l'économie, des gestions, des droits, donc très variés. Et nous sommes en train de chercher des partenaires en fait, pour pouvoir développer des projets de recherche où cette dimension santé, prévention et intervention précoce en fait, puisse se développer. Je ne prends pas plus de temps, mais j'aurai des heures à passer. Merci beaucoup. Voilà, merci. Vous voulez, sur cette dernière question d'expérience inspirante, oui. On va revenir. Il y avait une main qui se levait. Ah ouais. Alors allez-y, on va. Ouais. En 30 secondes, je partage un petit retour d'expérience. Il y a énormément d'initiatives qui sont ultra inspirantes et on peut avoir aussi l'axe de se dire c'est quoi les grosses problématiques de marché aujourd'hui. Un chiffre à avoir en tête, on parlait du monde agricole parce que c'est celui qui est le plus en vitrine, on en parle beaucoup dans les médias avec pas mal de polémiques et une défiance grandissante. À avoir juste le chiffre en tête, dans les exploitations agricoles en France, dans 5 ans à horizon 2030, 50% des propriétaires d'exploitations agricoles auront transmis la leur, partir à la retraite ou revendus. C'est 50%. C'est énorme. À un moment où on parle en termes de RSE, de souveraineté alimentaire, de soins, de santé, de tous ces sujets-là, il y a une passerelle énorme à faire. Sachant qu'en plus, les exploitants agricoles sont eux-mêmes souvent des élus, et qu'en plus, ils ont un marché à l'emploi, ils ont énormément d'offres d'emploi qui sont peu valorisées et peu valorisantes pour les étudiants, en tout cas pour les gens du monde académique. Il y a un énorme challenge qui nécessite de faire coopérer et le monde académique et les élus et les entreprises autour de ce challenge-là. Donc, ce qui est super intéressant, c'est d'aller voir dans les territoires, parce que des initiatives qui sont beaucoup locales. Chaque territoire s'organise différemment, avec des contraintes. Mais voilà, c'est un monde, en tout cas, si vous êtes curieux, allez explorer énormément d'initiatives. Merci beaucoup. Comme on a un petit peu de temps, je pense, on peut prendre quelques questions. Merci. Alors, ce n'était pas une question, c'était un témoignage. Oui, donc, Benjamin Polonowski, je suis EDF Commerce Île-de-France. Je suis venu avec Laurent. Donc, moi, je m'occupe de la RSE à Commerce. Donc, on est sur des actions, on va dire, modestes. Et on a réussi, donc, avec un certain acharnement, à faire naître un projet en s'inspirant des mini-forêts, donc de Miyawaki, qui est
un spécialiste japonais qui a développé ce principe-là au Japon et qui, ça fait peut-être 50 ans à peu près, qu'il a commencé à faire ce système de mini-forêt. On a réussi à s'associer avec une association, ça fait un petit peu une répétition là, le Boom Forest, qui est assez connu, qui donc eux ont commencé à planter des mini-forêts en région parisienne, et on a réussi donc à en planter une première sur un site de R&D du côté de Fontainebleau, et on va en planter une seconde du côté de Chatou. Donc c'est avec l'association et avec le partenariat en fait, le volontaire des salariés et de leur famille. Et puis on ouvre aussi au public. Alors c'est toujours un petit peu compliqué sur un site de faire venir beaucoup de public. Donc ça reste une petite participation. Mais voilà, c'est une coopération dont on est très très fiers. Donc je voulais absolument le mentionner ici. Voilà. Merci. Mais je vous en prie. Alors c'était très intéressant. J'ai entendu parler en dernier de santé mentale. Et je voulais aussi rebondir sur ce que M. Ben Achour a dit, je crois. Vous avez parlé de penser la complexité, parce qu'on a parlé de RSE, et il me semblait que le sujet de l'inclusion, de la neurodiversité manquait dans ce dialogue. Je voulais savoir si c'était, la question elle est pour tout le monde, si c'était l'une de vos préoccupations et s'il y avait des initiatives autour de ces sujets dont vous vouliez nous parler. Juste très rapidement. Rappeler que c'est la santé mentale qui est la grande cause nationale en 2026 et qu'il était déjà en 2025. Donc c'est la première fois qu'il y a une grande cause qui est, on va dire, prolongée. Donc ça veut dire que le sujet est pris de plus en plus en compte par les pouvoirs publics. Donc il y a une coalition, le collectif santé mentale, qui regroupe des dizaines d'associations qui traitent de tous les sujets sur la santé mentale. Donc je pense que là, vraiment, il y a une prise de conscience sur ces enjeux. Et il y a une fondation, je l'évoque pour madame, par rapport au lancement de la chaire, la fondation Herrier, qui n'est pas très connue, mais qui est la fondation qui finance tous les acteurs innovants dans le domaine de la santé mentale. Nous, il se trouve qu'on a accompagné leur lancement, donc on les connaît bien. S'il y a besoin d'infos, je pourrais en donner tout à l'heure. Oui, je peux compléter que nous aussi, on est partenaire de la FHF pour une exposition aussi qui s'appelle La Tête Haute et qui permet de mettre en avant et d'accompagner celles et ceux qui en ont besoin sur ce sujet-là. Voilà, donc ça fait partie effectivement des priorités, comme l'a dit mon voisin, une grande cause nationale, et nous sommes engagés, nous aussi, à côté de cette grande cause nationale. Voilà. Et pour compléter peut-être la réponse, autant dans la RSE interne que celle qu'on fait pour nos clients, l'éco-anxiété, qui est grandissante, est un élément pris en compte, évidemment. Elle fait partie de la social valuation et l'intégration des préoccupations, la responsabilité collective des collaborateurs et pour nos clients des parties prenantes sur cette prise en compte de la transformation responsable. Rapidement aussi, sur la santé mentale, comme je vous l'ai dit, depuis ce nouveau mandat, j'ai la compétence vie étudiante, et la santé mentale de nos étudiants et étudiantes est un sujet très important, je l'apprends à personne. La ville de Nanterre a signé avec, entre autres, l'université, mais également bon nombre d'acteurs du territoire. Donc là encore, c'est des liens autour du territoire. Un contrat local de santé dans lequel la santé mentale est également prise en compte. Donc nos étudiantes et étudiants peuvent aussi, il faut se rapprocher du service de santé de l'université, peuvent se rapprocher de cette structure pour être accompagnés. Il faut vraiment ne pas rester seul. Moi, je l'ai vécu quand j'étais étudiant ici à la résidence. Je suis venu de Guadeloupe, c'était compliqué pour moi. Je sais ce que c'est, donc il faut que tout le monde le comprenne. En fait, ne restez pas seul. Ça, c'est un truc que je tiens à dire. Merci Barbara. Carole Brugeil, je suis vice-présidente recherche de l'Université Paris-Nanterre. Alors je voulais vraiment vous remercier parce que moi j'ai trouvé et remercier la Fondation d'avoir organisé cette table ronde. La première était très intéressante et celle-ci aussi. Et je dois dire que c'est vraiment, celle-ci est enthousiasmante sur les perspectives, l'intérêt d'abord du monde de l'entreprise pour les recherches en SHS. C'est vrai que quand on vit dans l'université, qu'on côtoie les chercheurs au quotidien et les enseignants-chercheurs, on n'a pas forcément conscience
de cet intérêt, de cette intensité de l'intérêt du monde du privé pour les recherches de l'enseignement supérieur public. Intérêt aussi des territoires. Alors bien sûr, la ville de Nanterre, on est tout à fait au courant de son intérêt, mais j'étais vraiment aussi très enthousiaste par rapport au positionnement de Paris La Défense, par rapport justement à cette université qui est la grande université publique de Nanterre. Donc je voulais vraiment vous remercier, dire qu'à l'université, on réfléchit de plus en plus à voir comment articuler différents types de recherches, des recherches qu'on dit fondamentales, des recherches en co-construction, en collaboration, pour justement dynamiser tous les aspects, toutes les formes de recherche. Et alors, comme on a un tout petit peu de temps, je vais en profiter. On a parlé beaucoup de santé mentale, de santé, on a parlé d'environnement, on a un petit peu parlé aussi des enfants. Et donc, Barbara a mis un petit peu la focale sur la chaire de santé. Moi, je vais me permettre de la mettre sur un superbe projet que nous avons à Nanterre, qui est un laboratoire mobile pour justement aller au plus près des populations qui sont éloignées parfois de l'entreprise, parfois des territoires, puisqu'ils forment les territoires, mais sans pour autant être proches des organes de décision, et souvent éloignés de l'université. Et donc ce laboratoire mobile, qui s'appelle MobiKid, et qui vise donc à mener des recherches auprès des enfants, des adolescents, mais il y a les deux porteuses là, donc je vais peut-être leur passer le micro pour qu'elles puissent en dire un mot. Merci beaucoup, merci Carole. Donc, je suis Laurence Conti et Caroline Bogliotti. On comporte ce projet MobiKid, il s'appelle. C'est un projet assez unique dans le paysage francilien, mais aussi national. Donc, c'est une coalition de 9 laboratoires qui se sont réunis pour développer ce laboratoire mobile. Donc, une camionnette électrique qui a pour vocation à aller créer des liens avec le territoire, aller vers les gens qui sont éloignés du monde académique, pour à la fois mener des recherches auprès d'eux, avec les acteurs du territoire aussi, et aussi disséminer la recherche, les connaissances scientifiques. Voilà, je vais essayer de faire court, mais les projets qui seront portés par le laboratoire sont essentiellement des projets pour la santé mentale et pour l'éducation aussi. On a été financé par la région Île-de-France pour financer à la fois le camion, à la fois énormément d'équipements qui seront à l'intérieur du camion. Mais comme tout projet d'intérêt général en ce moment, on cherche des subventions aussi pour soutenir au niveau du fonctionnement de ce camion. Si vous êtes intéressé, on a un point de présentation. On peut vous présenter à quoi va ressembler le camion qui sera livré en septembre. Et qu'est-ce que j'oublie, Caroline ? Voilà. Merci aussi pour cette table ronde très intéressante et merci de nous avoir donné l'occasion de présenter ce projet. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Grisel Meneses, je suis alumni de l'Université de Nanterre. Je suis aussi ambassadrice du Pacte européen pour le climat et je suis secrétaire générale de l'Alliance des générations pour le climat. Donc, j'aimerais remercier les organisateurs de cet événement. J'ai entendu parler de beaucoup de notions indispensables à la transition climatique en cours. Donc j'ai entendu la temporalité, les sujets de diversité, d'éducation, de participation citoyenne, de démocratie, changement d'échelle des projets, de santé globale et santé mentale. Donc j'aimerais juste signaler l'urgence climatique. Je pense qu'il est très compliqué de comprendre l'urgence car on parle des échelles de très très long terme et souvent on est très contraint par les urgences. Donc, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, les contraintes des court terme qu'il importe. Mais donc je voulais juste signaler encore un levier d'action qui n'a pas été signalé jusqu'à là, et c'est l'intergénérationnel. Voilà, l'Alliance des générations pour le climat travaille sur ces sujets. C'est un collectif qui a été lancé il y a un peu plus de 4 ans
qui maintenant est constituée en association. Et je voulais juste vous inviter à discuter là-dessus. Et on lance une initiative pour les jeunes, les générations futures et l'équité intergénérationnelle. Et je serai très contente de vous en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Pour vous répondre, madame, justement, vous précisez que je suis moi-même climatologue de formation pour avoir fait du forage glaciaire en Arctique, pour mesurer justement l'évolution du climat. Donc certains d'entre nous ont fait un parcours pour justement rendre opérant ce combat contre le changement climatique. Oui, merci. Merci aux orateurs. Et en fait, moi, je voulais juste préciser que l'environnement, c'est multi-impact, multi-étape, et qu'on ne peut pas traiter que le climat sans qu'il y ait des conséquences sur l'eau, sur la biodiversité, sur les autres pollutions. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une médecine terrestre, c'est-à-dire globale. Et mon expérience a fait qu'on ne peut pas traiter l'environnement si les mesures que l'on met en place sont antisociales, ce qui est fait en ce moment, puisque on développe des projets, on va se sourcer dans des pays où les conditions sont pas bonnes du tout. Et donc, je pense que nous, en tant que chercheurs, on doit plus travailler en transdisciplinaire, en global, même si on est très expert de notre discipline, ce qui nous rend après incapable de travailler avec les autres. Je pense qu'il y a une vraie révolution aussi à faire à notre niveau, notamment sur la formation des doctorants et cette approche. Et nous, ce qu'on voudrait vous dire, nous, au niveau de, je pense, de tous les collègues, c'est qu'on est vraiment à votre disposition pour élever le débat. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de décarbonation, c'est pas possible, c'est anti-écologique, anti-social. Et pourtant, c'est poussé par nos ministères, par nos entreprises. On est intervenu dans des grosses entreprises. Alors, c'est sûr que c'est économiquement très intéressant. Il y a des gros marchés, je l'entends. Mais ici, je voulais vraiment, je veux dire, on est à Nanterre et j'aimerais vraiment pouvoir pousser cette idée. Merci. J'ai pas besoin de micro. Thierry Billet de la Chambre de commerce et d'industrie. Je voulais juste peut-être préciser ici un axe qui est très intéressant, et je sais que l'université est très impliquée sur cet axe, lié à la RSE, c'est le sport et santé en entreprise. Vous avez des chaires aujourd'hui qui sont engagées, qui ont un véritable levier de performance pour les entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des sources d'information de la FFSE, Fédération Française du Sport en Entreprise, qui démontrent qu'aujourd'hui, une entreprise qui engage ses collaborateurs à faire du sport, du collectif, des actions concrètes, vous pouvez gagner 2 à 3 points de productivité. Et l'absentéisme, bien sûr, qui se réduit par conséquent. Et donc, je voulais mettre aussi en avant tous vos travaux sur le sport que vous engagez. Vous avez une section aussi de sport stage, je crois. On voit la photo de la Fondation, merci à la Fondation, pour toutes les actions que vous faites dans le domaine du sport, en coopération d'ailleurs avec la CCI, souvent, le Lions Club également, dans votre bilan. Je pense qu'il y a des travaux encore à poursuivre sur ce sujet, parce que le sport en entreprise, si on pouvait être plus aidé encore, avec des actions concrètes dans une démarche RSE, bien entendu, je crois que c'est un véritable levier. Communiquer sur vos travaux, parce que ce sont de très bons axes, en tout cas, de travail. Je vais juste apporter une toute petite nuance, c'est super important parce que c'est des sujets qu'on creuse. Et il y a une nuance, on parle beaucoup en entreprise de la notion de sédentarité active. Parce que quand on pousse le sport, en réalité, ce qu'on a besoin, c'est que l'articulation bouge, donc une mobilité tous les 3 quarts d'heure. Et on doit vraiment avoir le double axe, parce que si on tire tout l'axe du sport, après, il y a des abonnements, il y a des... Voilà, faire attention, parce que 4 heures de sport dans la semaine, en one-shot, en fait, c'est arrêt de la sédentarité. Donc, je rejoins le point, c'est à la fois l'axe du sport, mais surtout de la mobilité régulière et des bonnes pratiques. Il y a vraiment le double point. Cette table ronde est terminée. Je voudrais remercier la qualité de l'investissement de tous nos intervenantes et intervenants, leur disponibilité à venir partager leurs réflexions avec nous aujourd'hui. Et puis, bien sûr, remercier la Fondation et le public pour la qualité de leur écoute. Merci.